Francky Vescoffier, ancien marin-pêcheur à Saint-Malo, qui suis devenu au fil du temps, parce que j'étais un passionné de la mer, navigateur, en essayant de le faire comme un professionnel, mais en continuant à gérer l'armement de pêche à côté, quoi. Alors Francky, vous êtes parrain de cette belle journée qui a été organisée par Arnaud Menesson dans le cadre du soutien à la lutte et à la connaissance en fait, du cancer du cerveau. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à être parrain en fait, de cette première belle journée? Tout simplement parce que j'avais le temps déjà. Contrairement à des jeunes, sur le moment, je lui ai dit, mais prends des jeunes navigateurs qui sont très connus, plus connus que moi. Puis bon, moi j'avais plus de temps, je suis à la retraite, donc ça m'a fait plaisir de le faire. J'ai un fils qui joue au rugby, qui a joué au rugby avec Arnaud, et j'adore le rugby, j'aime beaucoup Arnaud. Et si c'est pour une bonne cause, et ben, à la limite, il n'y a aucun souci, on y va, quoi. Et dans votre famille, il y a beaucoup de professionnels du sport, ou de sportifs aguerris, d'après ce qu'on a pu comprendre? Ouais, dans la voile, entre Kevin, entre Loïc qui lui a repris l'armement de pêche et s'est mis aussi à faire de la voile, mais il en avait déjà fait très très jeune. Yannick qui a fait pas mal de bateaux, mais qui a été semi-professionnel de rugby pendant 15 ans en jouant en rec. Et c'est vrai que le sport a toujours pris une place très importante au sein de la famille. Ouais. Que ce soit la voile ou le rugby, et au moins tous les autres sports auxquels on s'intéresse, même si on ne les pratique pas. Quelles sont aujourd'hui vos responsabilités en tant que parrain de cette journée? Déjà de relayer, parce que moi, ayant la chance de n'avoir été jamais malade, j'ai pas mal discuté avec des gens ce matin, et ça m'a appris beaucoup de choses. Je vois la problématique, je savais que quand on va tomber malade, bien sûr, c'est toujours un gros problème pour pouvoir vivre sereinement. Quels sont les parallèles que vous pouvez tirer entre le combat contre la maladie et vous, votre sport particulièrement? Voyez-vous des points communs? Alors moi j'ai été marin-pêcheur avant, donc c'était un métier très dur déjà. Mais je rentrais tous les soirs à la maison. Concernant la voile professionnelle, comme j'ai pu le faire, même si j'étais pas professionnel 100%, c'est lorsque vous partez sur une transat en solitaire, effectivement tout le monde pense qu'on est seul sur le bateau. On est seul sur le bateau, mais on n'est pas seul sur le projet. Quand vous partez sur une route du Rhum qui va durer entre 12 et 20 jours, les gens qui partent sur un Vendée Globe entre 2 mois et demi et 3 mois, tout le monde pense qu'il est seul, mais les moyens de communication actuels permettent d'avoir des relations régulières, que ce soit journalières, pour résoudre quelques petits problèmes, pour se faire remonter le moral. Et heureusement, contrairement à il y a quelques années où vous aviez des courses autour du monde, où vous partiez, il n'y avait pas de moyen de communication, vous n'aviez pas moyen d'appeler votre femme régulièrement, ou des amis, ou l'équipe à terre qui s'occupe du projet. Là maintenant, sur des courses comme celles qu'on peut faire, Transat Jacques Vabre, Route du Rhum, des moyens techniques sont mis en œuvre à terre pour pouvoir communiquer avec vous et pouvoir vous résoudre des problèmes. Parce que le gros problème, c'est le mauvais temps, c'est le stress un petit peu, la fatigue lorsque vous ne pouvez pas vous reposer sur un bateau parce que pendant 40 heures, surtout sur des multicoques, vous êtes obligé de rester à la barre pour éviter que le bateau puisse se mettre sur le toit, se retourne. Forcément, vous dépensez énormément d'énergie. Et c'est là qu'arrive ce stress, cette fatigue intense qui fait que vous pouvez éventuellement, pour certains, abandonner. Donc comment faire pour ne pas abandonner? En réalité, c'est d'avoir un soutien à terre qui vous remonte un petit peu le moral, et avoir cette qualité qui est nécessaire en course, dans le sport de haut niveau, d'avoir un orgueil très prononcé, je ne sais pas si c'est toujours bon ou mauvais, mais qui vous permet d'aller jusqu'au bout. Et l'orgueil, c'est de ne pas décevoir les gens qui sont à terre, qui sont avec vous, qui vous ont aidé à trouver l'argent et qui vous aident à préparer le bateau. C'est moteur aussi ça. C'est moteur, comme un malade. Donc il y a une envie de ne pas décevoir, quoi, c'est ça? L'envie de ne pas décevoir. Et demain, si je me retrouve malade à terre et que je suis tout seul à la maison, je sais que je ne tiendrai pas le coup. Qu'est-ce qui va me permettre de tenir le coup? Mes enfants, mon épouse, les amis qui vont m'entraîner dans des projets, etc. Les projets que je pourrais encore éventuellement faire. Mais c'est comme ça qu'on tient le coup. Tout seul, c'est très très difficile. L'humain a besoin de contact. Hein. C'est ça. Être seul et être isolé, c'est deux choses différentes aussi. Quoi. Oui, mais on parle des gens qui vont faire le Vendée Globe qui sont seuls sur un bateau. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup plus de gens à terre, d'isolés, qui vivent dans des appartements, que le voisin, que la voisine ne regarde pas, ne savent même pas s'il est encore vivant dans son appartement. On entend parler. Oui, c'est les faits divers du lundi matin où voilà, des gens sont restés 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois dans un appartement, sont décédés, personne ne s'en est rendu compte. Et ces personnes-là sont seules. Ils ont peut-être la radio, ils ont peut-être la télé, mais il n'y a rien de pire que de se retrouver sans rien, sans personne à côté de soi. Donc vous avez un peu raconté à quel point c'était dur, enfin les difficultés que vous aviez dans votre métier de navigateur.
Est-ce que vous pouvez du coup nous raconter votre plus grand moment de solitude ou votre moment le plus difficile, Les moments, moi j'ai eu la chance de jamais me retourner, mais j'imagine un bateau, un skipper qui se retourne sur une grosse vague ou dans une risée. Là, je pense qu'il y a un petit moment, long moment de solitude. Entre le moment, c'est souvent la nuit que ça arrive en plus, entre le moment où vous réalisez que vous êtes retourné, parce que tout est chamboulé, retrouver l'endroit où vous devez remonter à bord, etc. Là, je pense qu'il y a toujours un quart d'heure, 20 minutes de très grande solitude. Mais sinon, la solitude, si, ça m'est arrivé sur une transat anglaise de ne plus avoir d'énergie parce que mon moteur principal est tombé en panne. Le moteur principal sert à avancer lorsqu'on n'est pas en course, mais il sert aussi à recharger les batteries. À l'époque, c'était ça. Alors, il n'y avait pas encore de piles à combustible, il n'y avait pas encore de panneaux solaires, il n'y avait pas encore les éoliennes, si ça existait, mais moi, j'en voulais pas. Et là, c'est un moment de solitude. On se dit, est-ce que je vais pouvoir continuer? Et donc, avec l'énergie qui vous reste dans les batteries, vous prévenez l'équipe à terre en leur disant attention, mon moteur ne démarre plus, je vais peut-être plus pouvoir rentrer en contact avec vous pendant plusieurs jours, ou tout au moins jusqu'à la fin de la transat. Il restait encore 10 jours à faire. Donc, on les rassurer. On les rassure, mais on sait tous aussi que la communication tue la communication. Plus on appelle les gens, plus ils attendent des appels le lendemain. Et quand vous ne pouvez plus en donner, là ça a été parce que j'ai réussi à prévenir les gens. Mais lorsque d'un moment à l'autre, vous ne pouvez plus communiquer, et vous ne pouvez pas l'annoncer à vos proches, c'est l'angoisse pour les gens qui sont à terre. Et ça, c'est terrible. Alors qu'avant, les gens qui allaient faire Terre-Neuve, les grandes pêches pour 3 mois et demi, il y avait rien. À tel point que les femmes attendaient, mais personne ne s'affolait. Ah bah oui, l'année dernière, ils ont fait une campagne, ça a duré 3 mois. Ah bah là, 4 mois et demi, on verra bien. C'est comme les sous-mariniers. Mais exactement, on n'a pas le droit de communiquer. Exactement. Et maintenant, c'est terrible. Parce que même sur la route, moi j'ai mon épouse qui m'a dit tout à l'heure, en arrivant, tu m'envoies un petit texto. J'oublie d'envoyer le texto. Elle s'angoisse. Elle s'angoisse. Et pareil quand on a les enfants, maintenant les téléphones portables, je ne sais pas si on change de sujet, mais c'est presque pareil. Les portables, les gamins maintenant à 10 ou 12 ans, ils ont le portable pour dire à papa, maman, je sors de l'école. Alors, on sait pourquoi, c'est vrai, mais ce qui se passe maintenant dans les rues, ça a toujours existé, sauf que maintenant tout le monde le sait. C'est une nouvelle type d'angoisse, c'est une nouvelle manière de voir l'anxiété et l'angoisse. Oui, mais qui peut monter très très vite. Exactement. Et créer un stress énorme. Et alors qu'avant, on n'avait pas de nouvelles. Je me souviens avoir fait du stop à l'âge de 12 ans, être parti du Mans pour rejoindre Cancale. Mes parents m'ont attendu jusqu'à 2h du matin. Là, il y avait nouvelles, quoi. Ils étaient un peu inquiets quand même, parce qu'à 12 ans, c'est un peu limite. Mais la communication, c'est terrible. Si vous aviez un conseil à donner à des gens qui se retrouvent dans ce type de maladie-là, même si peut-être vous ne l'avez pas vécu, vous avez tout de même pris un peu la température ici, et peut-être avec votre expérience de vie, ce serait quoi le conseil que vous leur donneriez en premier Moi, je pense qu'ils le comprennent justement avec les associations, tout le monde leur explique ça. Essayez de ne pas rester tout seul. Et avoir suffisamment de volonté, mais je sais qu'il y a des moments après des chimios et tout, on doit être à plat complet, de continuer à s'occuper. Si on peut plus faire de sport intense, faire du sport, la marche, pourquoi pas? Moi, je me suis mis à faire, parce que je sais que je peux pas, je fais encore de la voile, mais à la journée, quoi, parce que j'ai envie d'être au lit le soir, j'ai plus envie de passer des nuits en mer, être rincé, trempé, crevé, entre la pêche et la voile de compétition, j'ai un peu donné, même si par rapport à d'autres, c'est rien, mais pour moi, c'était suffisant. Ces gens-là, c'est de réussir à continuer à vivre et surtout ne pas avoir honte de ce que peut penser la personne qui vous voit en réalité, parce qu'après des chimios, on sait comment on peut être, et il faut se forcer à y aller, il faut continuer à sortir, c'est tout bête, pourquoi pas quelqu'un qui a envie de faire de l'aquarelle, des choses comme ça vous change des idées, continuer à faire du travail manuel, et puis si on peut encore faire du sport, j'ai un ami qui avait eu un cancer et qui a continué à faire du vélo, ça a été très 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 dur. Et il s'en est sorti comme ça, du vélo, mais pas 70 km par jour, il continue à faire. Oui. Alors qu'il n'avait plus de cheveux, il avait perdu 15 kilos, mais il buvait énormément pour éjecter les produits qu'il avalait, et il s'en est tiré. Alors, c'est exceptionnel. Est-ce que c'était un cancer aussi intense que certaines autres personnes, je ne sais pas. C'est difficile de mettre une graduation, surtout. Voilà, et ça c'est délicat, parce que souvent on dit il se laisse aller. Ah oui, il se laisse aller. Je crois qu'il ne faut pas non plus être dans la culpabilisation de parfois on se laisse aller ou qu'on a besoin d'une fenêtre un peu, où on ne fait rien. C'est ce qu'on peut expliquer à nos patients. Parfois on leur dit
eh ben, si vous ne faites pas vos exercices, si vous ne faites, eh bien c'est pas grave, ne vous culpabilisez pas, n'en faites pas plus la fois d'après, vous reprenez votre rythme quand vous le sentirez, et je pense que ça c'est aussi important. Mais c'est une bataille journalière, permanente, ça c'est sûr, certain. C'est-à-dire qu'il faut se fouetter pour essayer de se lever, pour pouvoir attaquer la journée et se dire ça ira peut-être mieux demain. Bon, bah merci en tout cas, merci de votre présence. Alors voilà pour cette deuxième partie d'interview de Francky Vescoffier qui nous a fait l'honneur de sa présence et de répondre à ces quelques questions dans le cadre de l'activité physique, du sport santé et plus largement de la pathologie du cancer du cerveau et de cette belle journée qui a été organisée par Arnaud Ménesson que nous souhaitons se renouveler pour l'année 2024 et auquel seront présents les 50 bénévoles qui étaient déjà présents pour cette première édition de 2023.